Donc, bonjour à tous. On va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue à cette seconde journée de notre événement. Pour le format de cette conférence, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le chat. On les prendra à la fin pour les poser à nos trois intervenants. Donc, moi, je suis Dana, je suis chargée de contenu et de marketing chez Rhizome, donc la plateforme d'innovation de Paris Co, dédiée à la transformation RH et à l'employabilité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos trois intervenants, donc Delphine Belay, euh, Bonjour. qui a travaillé dans les ressources humaines à la ville de Paris depuis 25 ans. Et tu es depuis 4 ans responsable à la mission handicap. Euh, Excusez-moi, il y a un petit bug. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 maintenant Très on bien, t'entend bien. très bien. Donc, depuis 4 ans, tu es responsable à la mission handicap à la ville de Paris. c'est ça. Bonjour à tous. Ensuite, Franck Magnan, tu es cofondateur de Bonanza, solution de recrutement des candidats sur les réseaux sociaux. Et cela fait un peu plus de 4 ans que tu as cofondé cette entreprise. C'est ça, bonjour à tous. Et donc, Julie Pressia, chargée de mission handicap chez Paris Co, responsable de l'accélérateur UA, donc de Paris Co, programme technologique dédié aux personnes en situation de handicap. Bonjour. Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour nous partager votre expérience de collaboration tous ensemble, donc la collaboration entre la start-up Bonanza et la ville de Paris. Donc pour le projet de recrutement des candidats en situation de handicap. Donc peut-être Delphine, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais au sein de la ville de Paris dans le cadre de tes missions et donc des objectifs de la ville et comment vous en êtes venu à collaborer avec Bonanza. D'accord. Donc, la ville de Paris, c'est une collectivité territoriale qui comprend 55 000 agents, dont 3 500 agents en situation de handicap. Donc, effectivement, on a un taux d'emploi direct de 6,5%. Et par ailleurs, la ville de Paris est un très gros recruteur de la région puisqu'on recrute chaque année environ 2000 personnes sur un emploi pérenne. Mais également, on a des objectifs en termes d'insertion professionnelle et notamment via l'apprentissage, puisqu'on recrute environ 500 apprentis tous les ans. En tant que responsable de la mission handicap, je coordonne, comme son nom l'indique, la politique handicap vis-à-vis des agents au sein de la ville. Et en fait, depuis 4 ans, la direction des ressources humaines dont je dépends a fait le choix de l'insertion de la question du handicap dans les politiques communes de la ville. Donc, le sujet du handicap n'est plus traité par une mission un peu hors sol, mais mon rôle, c'est de m'assurer que justement la question du handicap est bien intégrée dans toutes les politiques et notamment les politiques de recrutement, que ce soit des recrutements pérennes ou le recrutement via l'apprentissage. Et pour ça, on s'appuie, la mission handicap s'appuie sur le fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, qui est le pendant de l'AGFIP dans la fonction publique. Et donc fin 2018, en fait, on a eu une commande politique, ou en tous les cas un objectif politique qui nous a été présenté avec le souhait que 6% des apprentis à la ville de Paris soient en situation de handicap, puisqu'on avait atteint notre taux de BOE à 6,5%. Le nouvel objectif, c'est que le 6% soit respecté aussi dans le recrutement des apprentis. En sachant que l'apprentissage à la ville de Paris est géré par un bureau qui s'appelle le bureau de l'insertion professionnelle
et que la procédure est donc la même pour les personnes valides et pour les personnes en situation de handicap. Cette procédure, c'est que chaque année, normalement au mois d'avril, la ville de Paris publie sur le site internet paris.fr l'ensemble des offres d'apprentissage, donc les 500 offres, à charge pour les candidats intéressés d'aller sur le site, de postuler via ce site en mettant leur CV, leur lettre de motivation. Et une fois que leur candidature est validée, à ce moment-là, ils sont contactés par le recruteur pour un rendez-vous et la candidature se poursuit. D'accord. Donc l'objectif, en fait, donc jusqu'en 2018, on recrutait environ 12 apprentis en situation de handicap chaque année, ce qui faisait 2%. Donc l'objectif de passer de 2 à 6. Alors, il y a un petit bug technique. Je crois qu'on a perdu Delphine. Oui, on a perdu Delphine. Alors. D'accord, donc l'objectif est quand même conséquent pour Delphine. Oui, elle devait passer à 6%, donc ça faisait à peu près une trentaine d'apprentis en situation de RQTH qu'il fallait recruter. D'accord, et donc du coup, elle s'est tournée vers vous, Bonanza, pour oui, atteindre cet objectif. On peut faire la transition du coup. Oui, exactement. Et du coup, oui, justement, comment du coup vous avez pris contact? Si tu peux nous rappeler aussi ce que fait Bonanza, comment vous êtes emparé de cet objectif de la ville pour les aider à avancer. Je vais remettre un peu de contexte. Du coup, c'est vrai que nous, Bonanza, on a pour mission de déplacer l'entreprise dans le monde des candidats, c'est-à-dire de leur permettre de sourcer et qualifier les profils 18-35 ans pénuriques directement sur les réseaux. Donc, concrètement, on propose aux entreprises d'analyser et diffuser automatiquement au bon endroit sur les bons réseaux et avec le bon message les publicités de recrutement pour toucher les cibles recherchées. Donc voilà. Donc après, nous, comme l'a dit Delphine, on s'est rencontrés début 2019, juste après que cette annonce politique soit donnée. Et l'idée, en fait, c'était de faire de la ville de Paris un peu un exemple, de montrer que les 6% de recrutement de profils en situation de RQTH étaient possibles également sur le sujet de l'apprentissage. Donc on a échangé avec eux à ce moment-là, lors d'un atelier avec Rhizome, justement. Et c'est Mathieu, mon cofondateur, qui avait pu prendre en fait la mesure des enjeux du recrutement de la ville à ce moment-là et identifier donc la problématique qu'il y avait avec la ville de Paris, qui était en fait de toucher les jeunes, mais en situation de handicap, ça a été assez compliqué de passer en fait d'une allée à l'autre, de 12 recrutements à une trentaine. C'était aussi un sujet nouveau pour nous, donc on l'a préparé main dans la main. Et on a lancé finalement assez rapidement en mai 2019 une première campagne sur un format court de 3 mois. D'accord. Voilà, l'idée de la campagne, c'était d'y recruter des apprentis en situation de RQTH et de diffuser cette campagne de recrutement directement sur les réseaux sociaux avec à la fois une approche directe et indirecte pour éviter tout biais et avoir le plus d'efficacité. En gros, ça veut dire qu'on allait diffuser la campagne de publicité à la fois aux personnes qui pouvaient être potentiellement en situation de RQTH, mais également à leurs proches pour assurer en fait les meilleurs résultats. D'accord. Et quels étaient vos principaux défis dans cette collaboration, vos principaux challenges en fait? Nous, en fait, c'est qu'on est parti, je vais pas dire qu'on est parti à contre-pied, mais en fait, au début de la campagne, on s'était dit qu'on n'allait pas avoir besoin d'adapter en fait notre solution parce qu'on était relativement convaincus qu'avec les réseaux sociaux, en fait, on pouvait s'adresser à tous. Parce que les réseaux sociaux étaient utilisés un peu en masse et permettaient une nouvelle approche du recrutement. Pour nous, finalement, c'était juste s'adresser à une cible plus fine. En quelque sorte, ça relevait un peu du domaine du setup. Nous, notre travail, c'était donc de détecter les comportements susceptibles d'avoir un proche ou d'être en situation de RQTH via des affinités sur les réseaux et diffuser automatiquement les offres après, comme pour nos autres clients, en fonction des affinités de métier, de formation, etc. etc. Après, la réalité avait été assez différente parce qu'on s'est rendu compte assez vite
que cette approche-là n'était pas possible et qu'on devait en fait avoir un point de vue qui permettait de l'accessibilité digitale et sociale. Parce que notamment, sur la partie digitale, le parcours candidat qu'on allait proposer en 2019 était assez lourd. Nous, en 2019, il faut savoir qu'on avait encore une application mobile pour permettre aux candidats de postuler, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais en 2019, du coup, un candidat voyait la publicité sur les réseaux sociaux, ensuite il allait postuler sur l'application mobile, et à la fin, en fait, il devait déposer son dossier d'apprentissage sur la ville de Paris. Donc, de base, c'est un processus qui était assez lourd, on perdait pas mal de candidats, et c'était encore moins adapté finalement aux candidats qui pouvaient être en situation de RQTH. Donc, sur les 3 mois de campagne, on s'en est rendu compte à peu près à la moitié avec la ville de Paris, et on a décidé de faire des efforts. On a donc supprimé en fait l'application mobile pour maximiser le nombre de candidats qu'on pouvait avoir, et on a renforcé en fait notre capacité de suivre les candidats issus des publicités Bonanza. Donc ça a plutôt bien marché, hein, parce que du coup, à la fin de 2019, sur 3 mois de campagne, et avec cette problématique, déjà, on a pu passer de 12 recrutements RQTH à 28. Donc c'est plutôt un beau succès. Mais bon, c'était pas le seul problème après qu'on a rencontré. Parce que le rencontré sur cette fin de campagne, c'est qu'on s'est rendu compte finalement qu'en diffusant les publicités, et ben en fait, il y avait ni de réaction positive ni de réaction négative au début de la campagne. Il y avait plutôt aucune réaction. Et donc on s'est posé la question, on s'est demandé en fait comment c'est possible qu'en diffusant la campagne à autant de personnes, il y ait si peu de réactions. Et on s'est rendu compte en testant différents messages que les apprentis en fait ne connaissaient pas le terme RQTH. Et en prenant un peu de recul, on se rend compte assez vite qu'à part les professionnels RH et les personnes concernées, finalement, c'est assez peu lisible de l'extérieur ce terme, et donc on a dû travailler avec Julie pour répondre à ce problème-là. D'accord. Et donc, toi, Julie, dans le cadre de ton poste, tu travailles avec les startups de Paris Co sur justement les thématiques du handicap. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais globalement et du coup comment tu as pu accompagner Bonanza dans cette... Oui, tout à fait. Alors, donc, à Paris Co, on a une mission transverse. La mission handicap, c'est un programme d'action qui est dédié à la fois à l'ensemble de nos startups pour les acculturer à l'innovation inclusive. Donc, l'innovation inclusive, c'est une innovation en fait qui est participative. On est sur l'idée de la co-conception d'un produit, d'un service, en plaçant vraiment l'utilisateur en fonction de ses besoins spécifiques au cœur de la démarche de conception. Donc, on va travailler, par exemple, là, on a organisé le rendez-vous des utilisateurs, où donc ce seront le panel. L'utilisateur sont des personnes concernées en fait par la solution. Donc, on l'a fait par exemple sur la surdité et c'était le cas. Bon. Et ensuite, on va accompagner les startups qui proposent des solutions dédiées aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie à la rencontre de leur marché, tout simplement pour les aider à pérenniser un modèle économique et que ça puisse encore une fois aller jusqu'aux bénéficiaires. Et après, là, donc, j'utilise une autre casquette, on va dire, pour avoir accompagné Bonanza. J'ai accompagné pendant 10 ans des directions de ressources humaines, justement, sur la mise en place de la politique handicap et toutes ces étapes très, on va dire, très importante, puisque l'étape du recrutement, c'est vraiment la première étape qui va lier l'étape de confiance qui lie l'employeur à l'agent, là, puisqu'on parle de la ville de Paris. Et effectivement, donc, on a beaucoup discuté avec Bonanza sur cette sémantique, puisque donc la RQTH, qui est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est un terme en fait qui derrière traîne derrière lui pas mal de casseroles, on va dire, sémantiques. Alors on parle d'apprentis, les apprentis en situation de handicap, il n'y a pas de plafond en termes d'âge pour signer un contrat d'apprentissage, mais quand même souvent et via les réseaux sociaux notamment, on va quand même s'adresser peut-être à des profils un peu plus jeunes. Ce travail de reconnaissance du handicap, en fait, se fait sur plusieurs étapes. Généralement, si en tout cas, si c'est un étudiant qui est accompagné par une mission handicap d'une université, par exemple, il va y avoir un travail d'accompagnement
assez pédagogique, on va dire, parce que au départ, quand on parle de RQTH, on a encore l'étiquette Cotorep. Très, très souvent. Il y a eu juste, je fais 10 secondes là-dessus, mais il y a eu un glissement sémantique qui veut dire beaucoup, puisque les années 60, le handicap, c'était le handicap intellectuel, physique. Donc, on parlait d'handicapé, on parlait d'inadapté même auparavant. Ensuite, on a eu, avec la loi de 1975, le terme de personne handicapée. Donc là, on était toujours quand même sur un modèle médical. Et puis après, avec la loi de 2005, on est passé à un modèle beaucoup plus social avec personnes en situation de handicap. Donc ça a quand même beaucoup changé, mais malgré tout, les parents de ces apprentis, il y a encore toutes ces étiquettes-là, en fait, handicapé égale incapable, alors qu'on est bien une personne et qu'on sort de ce modèle-là. Donc voilà, on a travaillé en tout cas là-dessus avec Franck sur comment on peut, par des phrases très ouverte justement sur le fait d'être sur une politique inclusive de recrutement, la diversité, tout ce qu'il y avait un petit peu autour de cette on parle d'entreprise ou d'employeur, on dit accueillant par exemple. Voilà, on a travaillé en tout cas beaucoup là-dessus parce que tous ces mots sont porteurs de sens en fait, et notamment chez les jeunes. On n'a pas forcément envie d'avoir cette étiquette. Donc on rappelle par exemple que c'est que si on a RQTH sur le CV, que RQTH, on va pas forcément, on n'a pas à poser la question pourquoi. Voilà, donc on a travaillé là-dessus, voilà, sur les messages en tout cas, globalement. Vraiment le wording. Ouais, c'est ça, l'importance de la sémantique et ces petits messages qui pouvaient en face côté candidat dire effectivement là on est sur une campagne de recrutement très ouverte, voilà, et bien sûr comme tous les postes sont ouverts, on le rappelle, il n'y a pas de poste réservé. Voilà. D'accord. Et du coup, Franck, comment vous avez pu faire évoluer votre solution suite à ce travail avec Julie? Je pense que pour nous, ce travail, déjà, il nous a enseigné pas mal de choses. On a bien pu comprendre que c'était vital de communiquer déjà pour sensibiliser, faire connaître les droits et un peu donner confiance, montrer que c'est vraiment ouvert à tous. Dans ce sens, en fait, on a utilisé ce travail en 2 fois. On l'a utilisé en 2019, donc plutôt à court terme sur la fin de la campagne, la première campagne qu'on a pu faire, pour communiquer de façon moins codée et en mettant en avant, par exemple, le fait qu'il y avait des primes d'insertion qui étaient disponibles pour aider les travailleurs en situation de handicap souhaitant démarrer un apprentissage avec la ville de Paris, que peu de personnes connaissent finalement. Et ensuite, on l'a surtout capitalisé donc en 2020. En 2020 avec la nouvelle campagne, puisqu'on a eu une nouvelle approche assez différente de 2019. En 2019, c'était vraiment une campagne de recrutement. Et en 2020, on s'est rendu compte avec le travail qu'on a pu faire avec Julie en amont, que finalement, il y avait aussi toute une partie sensibilisation qui était très, très importante. Donc, on a découpé cette campagne de 2020 en 2 étapes. Il y avait une campagne de sensibilisation qui était en amont et qui devait durer 2 mois. Et ensuite, une campagne de recrutement qui était prévue sur 4 mois. L'idée, c'était qu'on a attaqué en fait dès janvier 2020 avec des ateliers réalisés avec la ville de Paris pour travailler aussi cet aspect sensibilisation, voir avec eux en fait quelles allaient être les étapes clés de cette sensibilisation pour dessiner un peu un squelette. Et donc, on a créé une campagne de sensibilisation qui avait pour but de donner confiance, présenter les avantages en fait d'un apprentissage avec la ville de Paris, et puis permettre de découvrir ce qu'est la RQTH et de se faire accompagner vers ça. Donc cette campagne, elle devait se dérouler, comme je disais, sur 2 mois, en amont de la campagne de recrutement. Le contexte a fait qu'avec le Covid et les actions de la ville de Paris, cette partie campagne de sensibilisation, même si elle a été travaillée, elle n'a pas pu être diffusée concrètement, mais elle nous a quand même permis de bien lancer la campagne de recrutement, un peu tardivement puisqu'on l'a lancée qu'en août et qu'elle a tourné que de août à septembre, mais on a pu capitaliser pour utiliser les bons messages et cibler les bonnes personnes derrière avec nos publicités. Donc on a quand même réussi finalement en 2020, avec 2 semaines de campagne en moins par rapport à 2019, à sensibiliser plus de 250 000 personnes sur l'Île-de-France et à générer pas mal de candidats RQTH, ce qui était quand même un succès vu les conditions un peu particulières. Merci Franck. Et Delphine, du coup, est-ce que tu peux
nous partager en fait le bilan que la ville tire de cette collaboration avec Bonanza, si les objectifs ont été atteints. Alors, les objectifs, alors pas l'objectif de 6%, hein, puisque cette année, on est aujourd'hui à 17 personnes en situation de handicap recrutées en apprentissage, donc on n'a pas atteint les 6%, mais au-delà de cet objectif chiffré qui va perdurer, la collaboration avec Bonanza a été pour nous très, très intéressante et très fructueuse, notamment sur tout ce qu'a expliqué Franck sur la réflexion sur les mots, sur les messages. Ça nous a permis, nous aussi, en interne, de réfléchir à la manière dont on s'adressait aux candidats potentiels et où on essayait de les attirer à la ville. Et de façon beaucoup. Alors, ça nous a beaucoup interrogé aussi sur notre procédure de recrutement qui est, et effectivement, Bonanza nous l'a souligné dès la première année, finalement très lourde pour n'importe quel candidat et encore plus lourde pour un candidat en situation de handicap qui avait en fait tendance à pas aller jusqu'au bout de la démarche de recrutement. Ça nous a permis du coup d'avoir vraiment une réflexion, mais beaucoup plus large aussi, parce qu'on se rend compte avec les années que les concours, par exemple, les concours de la fonction publique en général, on a de moins en moins de candidats. On reste sur des procédures jusqu'à présent assez ancienne. C'est un dossier de candidature, c'est un concours. Il y a beaucoup, il y a un laps de temps très long entre le moment où la personne se candidate et le moment où il a la réponse finalement. Et ça répond sans doute plus aux attentes, notamment des personnes les plus jeunes qui ont un rapport au digital beaucoup plus simple. Donc ça nous a permis d'avoir vraiment une réflexion sur l'ensemble du sujet du recrutement, du message et de la sensibilisation des personnes en situation de handicap. Alors c'est vrai que cette année a été perturbée parce que on tenait beaucoup à la campagne de sensibilisation et malheureusement, comme on était en période préélectorale, notre direction des affaires juridiques nous a interdit de lancer cette campagne de sensibilisation parce que ça pouvait apparaître comme un message politique, ce qu'on n'a pas le droit de faire en période préélectorale. Et malheureusement, la période préélectorale qui aurait dû se terminer au mois de mars a duré jusqu'au mois de juillet. Du coup, effectivement, on n'a pas pu tirer vraiment l'enseignement qu'on aurait souhaité de cette campagne de sensibilisation. Cela dit, comme l'a dit Franck, hein, il y a eu quand même si ça a été fait en un temps très, très record, on a touché énormément de gens. Et surtout cette année, alors que le nombre de candidats, entre guillemets, valides sur les postes d'apprentissage ont été très réduits, on a vu que le nombre de candidats en situation de handicap, lui, avait augmenté par rapport aux années précédentes. Donc, on se dit que cette campagne de sensibilisation a touché les cibles que l'on souhaitait. Donc, on est ravis de cette collaboration et ça a été plein d'enseignements sur aussi des modifications en interne qu'on doit réaliser pour optimiser et atteindre notre D'accord. objectif. Et justement, Julie, pour rebondir sur ce que dit Delphine sur la réflexion interne que ça a pu générer à l'interne dans l'organisation, toi, en tant qu'experte sur la question, quels sont les messages importants à faire passer aux recruteurs, aux entreprises sur le recrutement des candidats donc en situation de handicap? Alors, on pourra cibler en particulier le fait en fait, l'importance d'intégrer cette volonté de diversifier ses candidats dans l'ensemble des étapes du recrutement, que ce soit donc dans le sourcing par des messages clés, comme a pu le dire Franck ou Delphine. Donc, on va se tourner vers des acteurs
peut-être qu'on connaît moins, mais voilà, ça peut être des référents santé, de mission locale, etc. En tout cas, on va diversifier son sourcing, puisque les stéréotypes, on peut les avoir des deux côtés. Hein. On a des candidats qui s'autocensurent. Plus Ville de Paris, il y a une dimension assez prestigieuse aussi. Moi, j'ai connu des candidats qui, voilà, là-dessus pouvaient... donc, il y a ça. Donc, le sourcing, la rédaction de l'offre, ça commence aussi. Hein. Dès la rédaction de l'offre, on va détailler un maximum le poste, les exigences du poste et puis l'environnement. Voilà. On peut aussi, effectivement, impliquer le cadre, le manager dès l'étape du recrutement. Aussi, c'est important pour sécuriser une future intégration. Voilà, c'est un travail aussi on parlait de sensibilisation, c'est un travail aussi de sensibilisation, de participer au recrutement. On se rend compte qu'environ 15% des personnes en situation de handicap vont avoir un poste aménagé, par exemple. Voilà. On associe aussi le manager à la préparation de l'accueil du candidat avec une procédure assez collégiale, c'est important. Voilà, toujours avec la mission handicap. Donc, Delphine, ici pour ce cas précis. Et puis savoir, le premier sas un peu d'accueil du candidat va être très important, même si on va garder en tête un suivi aussi. On va pouvoir ajuster s'il y a eu un aménagement, même s'il n'y en a pas eu. C'est bien d'être observateur sur cette première phase, qui n'est pas trop il peut y avoir, même si très, très souvent, voilà, on n'a pas forcément d'aménagement, mais on peut avoir un candidat qui a pas forcément voulu parler de besoins spécifiques, de peur d'être peut-être stigmatisé, qui va surcompenser. Et puis donc c'est important à ce moment-là, voilà, d'être vigilant et de faire des points peut-être un petit peu plus fréquents, réguliers, voilà. Et puis l'importance de la formation aussi pour garder un collaborateur motivé, le faire monter en compétences. Alors, selon les profils qu'on peut avoir sur l'apprentissage, en plus, on est assez ouvert sur je crois, Delphine, hein, sur les niveaux de qualification et de diplôme. Donc, c'est une belle opportunité aussi pour les candidats. Voilà. Donc, c'est source en tout cas d'innovation. RH, beaucoup, parce qu'on réinterroge des situations de travail, on réinterroge des process qui vont bénéficier souvent. Voilà. Oui, donc ça ne s'arrête pas seulement au recrutement, c'est vraiment tout le parcours collaborateur qui doit être travaillé et réfléchi. Donc c'était très intéressant. Merci à vous trois. On va passer sur le temps des questions. Donc n'hésitez pas à les poser directement par écrit dans le chat. On va les prendre. Alors on a eu des questions aussi en amont de la conférence. Donc une question à vous. Peut-on envisager une politique en faveur des aidants familiaux? Donc, la précision, c'est tout comme pour les personnes en situation de handicap, car il est difficile de concilier le travail et une personne handicapée à charge. Donc, malheureusement, ce n'est pas reconnu. Donc peut-être une question donc à Delphine ou Delphine a dit ça. Julie, peut-être. Julie, oui. Alors, nous côté startup, on a par exemple des solutions comme eNorm, qui est une plateforme qui met en relation les parents d'enfants en situation de handicap ou d'enfants malades. Et qui travaille justement avec les entreprises pour permettre aux missions handicap de mettre à disposition ce type de service pour faire gagner du temps aux parents, parce que par exemple les parents qui ont des enfants en situation de handicap, c'est la course au rendez-vous, voilà, avec des agendas un peu parfois compliqués entre sa carrière et puis voilà, l'inclusion sociale de son enfant. Donc voilà, il existe ce type de solution. Après, je sais qu'on peut également devenir aidant, on peut avoir des congés aussi, et on peut aussi donner des congés à ses collaborateurs qui ont des situations familiales en rapport. Mais peut-être Delphine, si vous souhaitez compléter sur la question des aidants.
Oui, alors je connais pas très bien, mais effectivement, c'est quand même un sujet dont les employeurs et le gouvernement prend de plus en plus en compte et essaye de faciliter la vie, effectivement. Alors, il n'y a pas de dispositif d'emploi comme il y a des dispositifs d'emploi particuliers pour les personnes en situation de handicap, mais on n'est quand même pas tout à fait sur le même sujet. Et je pense que ce qui compte, c'est effectivement d'essayer de permettre aux aidants familiaux d'avoir de pouvoir concilier leur vie personnelle et la vie professionnelle. Et pour ça, ça passe effectivement par du temps partiel de droit, par des congés accordés plus facilement, peut-être des facilités d'horaire, etc. D'accord, merci. Et encore une question pour toi, Delphine. Quels sont les grands axes de travail pour vous sur ces questions en 2021? Alors, sur la question du recrutement des personnes en situation de handicap, on reste sur notre objectif. On espère que l'année 2021 sera un peu plus facile et que donc l'idée, en fait, le bilan qu'on a tiré, comme je vous le disais, c'était de réfléchir effectivement à nos process en interne. Comme l'a très bien dit Julie aussi, je n'en ai pas parlé, je suis désolée, j'ai eu des coupures assez régulièrement. J'ai pas eu le temps de vous en parler, mais effectivement, parallèlement à la campagne de Bonanza, nous en interne, on a beaucoup sensibilisé les recruteurs d'apprentis sur notre objectif de recruter plus d'apprentis en situation de handicap et les accompagnements que la mission handicap pouvait proposer. Donc ça, cette sensibilisation est nécessaire et va continuer. Mais je pense qu'en 2021, ce que ça nous a aussi apporté comme bilan, c'est que comme je vous le disais dans mon introduction, la politique de la ville, c'est d'intégrer la question du handicap dans les politiques communes. Et en gros, de dire, ces personnes en matière de recrutement ont des compétences, on les recrute comme tout le monde, et c'est ça qui permettra l'inclusion. Et en fait, on se rend compte, notamment avec Bonanza, qu'effectivement, ce sont des personnes qui ont des compétences et qu'on recrute sur des compétences, mais que peut-être que le process ne peut pas être tout à fait le même et qu'il faut peut-être réfléchir au process pour l'adapter, pour pouvoir atteindre vraiment les cibles que l'on souhaite. Par ailleurs, aujourd'hui, dans les CFA, il y aura maintenant un responsable handicap dans tous les CFA. Donc, effectivement, l'idée, c'est aussi de se rapprocher des référents handicap dans les universités, dans les CFA, pour essayer de monter des partenariats et attirer du coup de cette façon-là aussi les personnes en apprentissage. D'accord. Et une autre question encore pour toi, Delphine. En tant que responsable de mission handicap, comment tu animes ton réseau de référents handicap? Alors effectivement, à la ville, on a, comme je vous l'ai dit, 55 000 agents répartis dans 20 directions, qui sont ce qu'on appelle des directions opérationnelles. Donc pour être au plus près des agents en situation de handicap, il y a dans chaque direction un ou deux, en fonction de la grosseur, référents handicap. Donc j'anime le réseau simplement, enfin en les réunissant une fois par mois. On a des réunions mensuelles où on échange sur des situations, sur les accompagnements, pour faire évoluer justement les process, et puis également pour essayer vraiment de les réponses apportées aux agents en situation de handicap, quel que soit leur lieu d'affectation au sein de la ville. D'accord. Merci. Franck, de votre côté, est-ce que vous avez d'autres clients qui vous sollicitent pour ce sujet de recrutement de public en situation de handicap? Ouais, c'est vrai que du coup en 2019 on était essentiellement avec la ville de Paris, mais sur 2020 on travaille maintenant avec des entreprises comme Capgemini ou d'autres entreprises un peu similaires. Et donc on essaye dès le début maintenant d'emmener cette idée de faire une campagne de sensibilisation avec la campagne de recrutement
pour justement permettre de faire découvrir et donner confiance aux candidats dans un premier temps, que c'est une entreprise qui va être accueillante et qu'elle va accompagner avant de même vouloir recruter, qu'elle est prête à accompagner finalement le candidat dans le bon processus et dans un aménagement s'il faut ou tout ce qu'il faudra pour permettre au bon développement de la personne au sein de l'entreprise. D'accord. Et pour compléter, hier, on avait la présence de Bonanza sur un événement de la mission handicap. Et j'ai eu déjà des petits retours. En fait, c'est très inspirant comme autre façon de recruter. C'est pas stigmatisant, c'est moins classique. Ça change des process un peu classiques de cabinet, entre autres. Mais c'est pour dire que on a une autre façon de faire et ça permet de reparler d'inclusion, en tout cas avec ses collaborateurs voilà, donc c'est inspirant. En tout cas, on a déjà des bons retours. Merci. Et du coup, Julie, justement, quelles sont les actualités de ton côté sur l'innovation inclusive? Alors, je parlais du rendez-vous des utilisateurs. Donc, c'est un rendez-vous une fois par mois. Avec donc sur ce rendez-vous-là, on a nos partenaires, que ce soit pas de Paris & Co, plus globalement, des grands groupes, des associations, des personnes en situation de handicap. Voilà, on essaie d'avoir un panel le plus mixte possible pour croiser les regards justement sur l'usage. On parle souvent de réglementaire, accessibilité handicap, donc on passe de la norme à l'usage. Concrètement, dans le quotidien, ces solutions, comment on les utilise, comment on peut les améliorer. Je vous donne un exemple. On a eu le cas d'une solution. On a donc des interprètes, souvent on connaît sur les tablettes. Pôle emploi utilise ça. Ça pour permettre à une personne sourde avec en situation d'entretien, en tout cas, d'avoir un interprète. Du coup, c'est posé la question lors de ce rendez-vous. OK, mais pour les personnes qui ont le syndrome de Usher, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un pour mieux comprendre, en fait, d'avoir quelqu'un qui va être habillé en sombre. Donc, l'interprète, vaut mieux qu'il soit habillé de couleur sombre. Donc, on va travailler beaucoup, en fait, là-dessus. Ça, on va dire, c'est la principale actu. Et puis, et au mois de décembre, on aura un workshop sur l'accessibilité numérique. Donc, vous êtes les bienvenus. Plaisir. Merci. D'accord. Et une dernière question pour toi, Delphine. Au-delà du recrutement, est-ce que tu es intéressée par découvrir d'autres solutions à destination de ces publics? Ah, évidemment, parce que le recrutement finalement c'est la porte d'entrée, mais ce qui compte c'est l'accompagnement des agents tout au long de leur carrière et c'est le maintien dans l'emploi et surtout l'inclusion. Et rendre possible l'inclusion, ça veut dire être attentif à tout ce qui est possible pour aider les gens à travailler dans les meilleures conditions. Et effectivement, on sait bien que il faut rester innovant et qu'il y a notamment ce dont parlait Julie sur effectivement les plateformes téléphoniques pour les agents malentendants. Il y a énormément de progrès pour les malvoyants. Donc tout ça, évidemment, ça intéresse la ville. On accompagne 3500 agents, c'est autant de situations individuelles différentes qui demandent des aménagements et une réflexion à chaque fois individuelle. Donc oui, je suis ouverte à tout. Alors après, on a un budget, on a les règles de marché public qui sont parfois un peu compliquées à la ville ou dans la fonction publique, mais oui, on est tout à fait ouvert à toute nouveauté. D'accord. Du coup, merci beaucoup pour votre temps, vos interventions et vos témoignages. Merci à tous. Merci à tous les participants. Donc, vous aurez la possibilité de revoir cette conférence en replay. Et puis, nous vous souhaitons une bonne continuation de cet événement. Pour information, il y a une seconde conférence à 11h30. C'est un reverse speech et un partage d'enjeux d'innovation de Pôle emploi. Voilà. Okay. Merci à vous et bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Très bonne journée. Merci.